Bienvenue à cette toute dernière édition de la semaine de On Jase. Yannick Lévesque qui vous retrouve avec grand plaisir en compagnie de Luc Danseau qui est là. Salut Luc! C'est une semaine assez, je ne sais pas comment la qualifier, là. Décevant. Chargée, évidemment. Ouais. Beaucoup de sujets, beaucoup de réactions pendant la semaine. Tant à l'antichambre qu'à On Jase, qu'à 5 à 7. Toutes les plateformes. Toutes les plateformes. C'est décevant. Ouais. Tu viens de dire le mot exact qui résume mon état d'esprit depuis hier soir. En fait, à la fin du match hier, il y a un mot qui m'est venu en tête, c'est « ouais ». Là, je pense que c'est réglé. C'est québécois, ça, ouais? Ouais, je sais pas si c'est québécois, mais en tout cas, ça on fait comprend. Ouais, c'est ça. Hein? Puis je pense que je ne suis pas le seul Luc, qui a eu cette réaction-là hier. On vivait quand même un petit peu d'espoir. On se disait, bon, Gallagher revient. C'est parce qu'à un moment donné, ce qui devient frustrant là-dedans, c'est que tu joues un bon match, les gars travaillent, puis là, tout s'effondre en troisième période. Tu sais, c'est un peu frustrant pour les joueurs parce qu'ils fournissent l'effort. Tu sais, on peut pas dire, c'est pas une équipe flat qui arrive sur la patinoire, c'est une équipe qui travaille, qui prend les devants, comme à Détroit, 2-0, puis à un moment donné, on dirait que la chaîne débarque, mon ami, d'un coup sec, là, puis que tout s'effondre en l'espace de 4-5 minutes. Tu sais, c'était le retour de Gallagher, évidemment, hier. Puis ça a apparu en première période, même en deuxième période, ça a apparu. Il amenait de l'énergie. Dano a joué un bon match. Tu sais, on sentait Philippe Dano ralentir. Cette valeur Dano qui a pris la pénalité sur McDavid parce que jusque-là... C'est crochet, là. Ouais, tu sais, c'était tiré un peu par les cheveux, mais quand même, c'était, selon moi, le meilleur joueur du Canadien hier sur la patinoire. Tu sais, il a commencé le match en force, remporte 2 mises en jeu en partant là, face à McDavid. Tu sais, il a donné le ton. Le Canadien avait le ton. Là, je me dis, peut-être que le vent va tourner, puis ça va nous amener un petit peu d'espoir pour le week-end, mais finalement, cette pénalité-là coûteuse en troisième période à Philippe Dano, c'est décevant quand on regarde ça avec le recul, mais là, ce matin, je m'en venais ici à RDS, j'ai un petit peu de route à faire, puis la réflexion que j'avais, c'était, bon, c'est réglé, on ne fait pas une série, c'est certain. Ouais. Donc là, go, on y va pour Lafrenière. Hein? Ben, on espère. Là, c'est ça, c'est mon cœur de partisan qui parle. Tu sais, il y a plein de hashtags sur les médias sociaux. Là. Je pense qu'à l'antichambre, vous en avez sorti un. Ouais. Mais on espère pour Lafrenière, c'est bon, ça aussi. On espère pour Lafrenière, j'aime ça. C'est bon, parce que, évidemment, il n'y a pas de garantie. Non. On espère pour Lafrenière. Puis le risque est faible quand même. Là. Hier, je pense que ça se situait à 6,5 C'était avant le match. Là. Évidemment, ça va nous faire ça calculer d'ici au mois d'avril, les pourcentages de probabilité. Mais c'est pas une science exacte. Non. Donc, chez le Canadien, on ne peut pas, au niveau du vestiaire, au niveau des joueurs, au niveau des entraîneurs, dire OK, on y va, on se laisse aller. C'est pas comme ça fonctionne. Ben, je sais pas, Yannick, si Olivier peut nous faire écouter les échos de vestiaire, parce que je sais qu'on est en train d'établir, on a de la difficulté à établir la communication avec Éric. Si on peut écouter les propos de Claude Julien hier, qui parlait de ça, justement, de ne pas abandonner. Qui a été quand même une conférence de presse assez courte et assez calme. 4-5 questions, merci. C'est ça. Je pense que la direction des communications du Canadien, hier, avait peur un peu que ça parte... parce que c'est plus facile à gérer à Montréal que sur la route, parce qu'à Détroit, ils commençaient à challenger les médias, les journalistes. Puis je le comprends, dans cette situation, probablement que je ferais pareil aussi, parce qu'à un moment donné, tu viens aussi frustré. Là, hier, c'était 3-4, je pense qu'il y a eu une question ou deux en anglais seulement, habituellement, c'est pas le cas. Puis là, c'était OK, merci, pratique, demain 11h, ça finit là. On y va parce qu'on est obligé, mais on n'étirera pas à ça aussi. C'est exactement ce qui s'est produit. C'est exactement ça. Donc là, on peut écouter un peu ce que Claude Julien avait raconté hier. On n'a pas le droit d'abandonner, puis on n'a pas le droit de s'apitoyer sur notre sort. On est payé pour faire un travail, puis il faut continuer à essayer de trouver la solution. C'est aussi simple que ça. Puis, on est à bout de réponses. You gotta win hockey games. It's what we're paid to do. It's the only reason you can leave the rink feeling good about yourselves. There's really no moral victories. You got to find a way to win a hockey game, and we haven't been able to do that here as of late. There's no feeling sorry for ourselves. Teams smell blood when they come in right now. It's important for us to right this ship pretty quickly. Things are snowballing pretty bad. It seems like the one breakdown or the one bounce is just not going the right way right now. And, it's not for lack of effort. Everybody wants to get out of this. It's just still frustrating. Doesn't stop that. Quand tu écoutes ça, là, je pense que Brandon Gallagher a résumé parfaitement comment ça se passe. Hein. On dirait que notre sein est sur la glace,
puis là, on est comme une proie, puis là, tu vois arriver l'ennemi, le prédateur, qui saute là-dessus, puis il dit on doit trouver une façon de gagner des matchs. Le pire, c'est qu'il a raison, mais je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Ça va prendre une étincelle à un moment donné, ça va prendre quelque chose. Claude Julien, qu'est-ce que vous voulez qu'il dise d'autre que ce qu'il a dit hier? C'est pauvre gars, là. Ben, d'ailleurs, là, les commentaires après le match sur la page Facebook d'Angers, c'était comme, donnez congé à Claude Julien. Ça donne rien de l'entendre. En même temps, on s'entend qu'il y a des obligations et tout ça. Là, je veux dire. Mais... Parce que la journée que Claude Julien ne rencontrera pas les médias après un match, ça va être... Le volcan va exploser à Montréal. Tu peux pas faire ça. Non, ce côté-là, c'est un bon point. Tu peux pas. Je comprends là, que, pauvre gars, là, j'imagine comment ça se passait hier dans le bureau de l'entraîneur là, après le match. Là. Je ne sais pas s'il était avec Marc Bergevin, mais assurément, il était avec Paul Wilson, Dominique Saillant, François Marchand, l'équipe des communications. Puis là, on a dû lui dire, on va faire ça bref, on va faire ça court, réponds à 2-3 questions, puis je vais te sortir de là, sois pas inquiète. C'est vraiment ça qu'on lui a dit. Mais tu sais, pauvre gars, lui, il est là, puis il l'a dit, hein, quand il est arrivé, on ne l'a pas entendu, mais quand il est arrivé sur le podium, j'ai pas rien de nouveau à vous dire de ce que je vous ai dit cette semaine. C'est encore la même chose. Ouais. C'est le même scénario. On travaille, on fournit l'effort, l'équipe arrive prête, on a un bon début de match, on a une avance, puis là, la chaîne débarque. C'est ça qui se répète. Donc, lui, il voulait qu'il fasse quoi? Puis là, le problème, c'est qu'il commence à être à court de réponses, mais j'ai l'impression qu'il commence à être à court de solutions à l'interne aussi. Oui, assurément. Puis... C'est quoi? Il se donnait. L'organisation semblait se donner jusqu'à la période de pause, là, qui est dans 2 semaines. Il reste 5 matchs. Je pense que ça va devancer un petit peu. Ben, je veux dire. Parce que là, s'ils perdent à Ottawa demain. Non, mais c'est ça le problème. C'est pour les partisans, c'est quasiment une bonne nouvelle. Ça veut dire que les sénateurs vont peut-être passer le Canadien sous peu. Là. C'est quoi? C'est 5 points différents, je pense. Ils peuvent les rattraper quand même. Là. Sauf que. C'est pas une bonne nouvelle pour eux, parce qu'à l'interne, on va dire de quoi éliminer le 7 janvier, là, c'est longtemps. Là. C'est longtemps. Oui, puis on en a parlé toute la semaine avec plein d'intervenants. Sylvain Guimond hier, Bruno Gervais, Guy Boucher. À un moment donné, même si tu as une bonne unité, parce que Philippe Danault aussi l'a mentionné hier, il faut rester en groupe, il faut rester unis. À un moment donné, il va y avoir des moments de découragement, puis il faut à un moment donné se fixer des objectifs. On va en parler avec Éric dans quelques instants, puis avec Max Talbot. À un moment donné, il faut que tu te fixes des petits objectifs pour réussir en tant que groupe et individuellement. Là. Shea Weber a dit hier aussi, je peux pas piger dans mon expérience vécue pour bâtir avec ça. J'ai jamais vécu ça. Ouais. C'est la première fois de sa carrière, lui, qui vit ça. 2 séquences comme ça de 8 défaites consécutives. Fait qu'il va apprendre à la dure, lui aussi. Carey Price, tout le monde, à un moment donné. Puis hier, les jeunes aussi. Les jeunes aussi. Là, le danger là-dedans, c'est que tu veux pas que les jeunes disons, s'habituent à la défaite. C'est pas ça que tu veux. Là. C'est pas ça que tu veux inculquer comme culture. Mais... On va en parler tantôt avec... Mais tu sais, hier, ce que je disais, là, c'est aller gagner à Laval. Peut-être pas tout le monde, là, mais tu sais, des Payling. C'est ça qui va arriver, je pense. C'est ça qui va arriver. Bon, je pense que c'est ça qui va arriver. T'es pas là. Quand les blessés vont venir, là, c'est un peu ça. Moi, je pense que c'est ce qui va arriver. On dit, ça vient tout juste de rentrer, l'entraîneur-chef du Canadien, Claude Julien, indique que Brandon Gallagher a recommencé à ressentir des maux de tête. Bon, quand ça va bien, ça va bien. Ça vient juste d'arriver l'information. Oui, d'ailleurs, il n'avait pas participé à l'entraînement matinal de ce matin, 11h. Jeff Petrie aussi était absent. Et Ben Sherratt était absent aussi, mais c'est parce que Gallagher, on venait d'en parler, il a connu 2 bonnes premières périodes. Est-ce qu'il va être à l'écart du jeu pendant un certain nombre de temps? S'il commence à sentir des maux de tête, ça, c'est pas bon signe. Donc, disons que les chances sont minces qu'il soit de l'alignement demain. Assez mince. Ça, c'est une autre tuile qui s'ajoute. Quand les joueurs vont revenir, les blessés, probablement que, comme Luc a dit, on va renvoyer les jeunes à Laval pour gagner, pour être dans une culture, disons, un peu plus propice à la victoire. Chez le Canadien, bien là, c'est un long chemin de croix qui a débuté, en fait, là, dans les dernières semaines, mais qui va se poursuivre, je pense, pour les semaines à venir. Éric Bélanger a déjà vécu, j'imagine, pareille situation, parce qu'à l'époque où il a joué à Edmonton avec les Oilers, c'était pas une époque très glorieuse des Oilers à ce moment-là. Il a joué pour quelques équipes. On va pouvoir en jaser. Je pense qu'on est en mesure d'établir la communication avec notre ami Éric Bélanger, qui est au bout de son appareil téléphonique ou ordinateur, peu importe. On le rejoint en image via Skype. Salut, Éric. Il n'est même pas sur Skype. Il est au téléphone. Il est au
téléphone. On avait de la misère avec Skype, Bon. Je pensais de voir la bête ce matin, mais c'est pas le cas. Moi aussi. Mais je te vois, mais je vous entendais pas. Okay. Ah, ben c'est bon. Ben, l'important, c'est qu'on se parle, Éric. Écoute, ma première question, je viens de le dire un peu. Est-ce que tu as déjà vécu, toi, pareille situation ou une situation qui pouvait se ressembler au cours de ta carrière dans la Ligue nationale? Oui, c'est sûr que mes 2 années, Yannick, à Edmonton, ça a été des années assez difficiles. Par cœur, je connais pas les séquences qu'on avait vécues, mais je sais qu'on perdait plus souvent qu'on gagnait. C'était un environnement qui était très lourd. La situation qui est un petit peu différente que je vois avec le Canadien, c'est que les jeunes joueurs ont peut-être pas le même impact que les jeunes joueurs pouvaient avoir lorsque j'étais avec les Oilers. Je me rappelle, avec les Oilers, il y avait les Nugent Hopkins, les Taylor Hall, les Yakupov, les Justin Schultz à la défense. Ces gars-là avaient eu un petit peu le tapis rouge en dessous de leurs pieds qui avait été déroulé très rapidement dans leur carrière. On leur avait donné des contrats à long terme avec beaucoup d'argent, avec beaucoup de termes. Donc, c'était difficile pour les vétérans d'avoir un impact parce que ces joueurs-là n'avaient aucune représailles, même s'ils connaissaient des matchs ou des périodes difficiles. Donc, je vois pas la même similitude avec le Canadien parce que les joueurs d'importance, les Weber, les Price, les Gallagher, quand ils étaient en santé, c'est des joueurs qui ont un plus gros impact que les jeunes joueurs. Donc, je pense pas que c'est le même problème, mais je peux vous dire qu'une séquence de 8 défaites 2 fois dans une année, ça devient très lourd. Ça devient négatif. Je suis pas dans la chambre, mais je peux pas le savoir. J'ai pas le sentiment qu'il y a de la BSB dans ce vestiaire-là, mais ça devient très lourd pour tout le monde. C'est dur de s'en sortir. Puis là, surtout dans un marché comme Montréal. Si on parle, Éric, de ton expérience propre à toi, puis je me rappelle, à ce moment-là, je faisais une émission ici à RDS qui s'appelait L'Entraque. J'avais été faire un tournage avec toi à Edmonton, puis le soir, on avait jasé alentour d'un bon verre de vin, puis tu m'avais raconté un peu comment ça se passait, puis à quel point c'était difficile pour toi, un athlète professionnel de haut niveau, de composer avec ça au quotidien. Est-ce que ça t'a affecté pour le reste de ta carrière ou tu as été capable de t'en sortir? Parce que moi, la crainte que j'ai, là, c'est puis je le disais tantôt à Luc, c'est qu'avec les jeunes, on est en train de créer une culture de perdants. Jusqu'à quel point ça peut les affecter? Et toi, est-ce que ça t'a affecté? Moi, ça m'a affecté. Ça a été le début de la fin pour moi. C'est sûr que j'étais en fin de carrière, mais moi, j'arrivais de ma meilleure saison en carrière avec les Coyotes de l'Arizona l'année d'avant. Je jouais avec une bonne partie de l'année. J'avais joué avec Shane Doan et Ryan Whitney. Donc, j'avais eu, je pense, 40 ou 41 points. J'avais connu une excellente saison sous les ordres de Dave Tippett. Quand moi, j'étais tombé agent libre, j'avais signé 3 ans à Edmonton, je me voyais un petit peu m'en aller là comme mentor, puis m'implanter, puis de pouvoir aider ces jeunes joueurs-là à se développer justement dans un environnement sain. Et puis moi, ça a été totalement l'effet contraire. On m'a mis dans une situation où j'étais avec des joueurs qui devraient même pas être dans la Ligue nationale, qui ont connu des carrières de même pas 200 matchs dans la Ligue nationale. Tu deviens frustré. Je suis devenu frustré. Je produisais pas. Je n'étais pas mis dans une situation pour réussir. Puis là, je voyais les jeunes faire ce qu'ils voulaient, le temps de glace qu'ils avaient. On lui donnait des contrats à long terme. On parlait juste d'eux autres. Nous, on essayait de faire notre leadership dans la chambre, mais les jeunes, me disaient honnêtement, ils s'en foutaient parce qu'ils disaient, écoute, toi, le vieux, là, tu vas partir. En 3 ans, tu vas prendre ta retraite. Moi, j'ai déjà un contrat de 8 ans à 8 millions par année. Fait que ça, moi, patience. C'était ça, l'environnement. Puis moi, ça m'a tellement pué au nez. Tu sais, j'étais là avec des vétérans comme Sean Harkoff, comme Andy Sutton. On avait Alex Hemsky, puis Abby Boulin dans les flips. Puis je vais m'en rappeler toute ma vie. La première affaire là, que j'ai eue quand j'ai rencontré Alex Hemsky, il dit ici, là, it's a graveyard. Il dit, cette ville-là, cet environnement-là will get to you. Puis j'avais trouvé ça vraiment bizarre qu'il me dise ça en partant parce que j'avais entendu quand même des bonnes choses sur Edmonton. Les gens là-bas sont formidables. Ils ont des bons partisans malgré les années noires qu'ils ont connues. Puis il a eu raison. Là. Moi, ça a été le début de la fin avec Edmonton. Mais je sais pas, Éric, si c'était le début de la fin pour toi, mais on parlait surtout au niveau des recrues parce que les leaders du Canadien qui sont plus vieux, possiblement à l'âge que tu avais quand c'était le début de la fin, c'est Price puis Weber. Price puis Weber doivent jouer actuellement un rôle. Gallagher aussi, on va mettre Gallagher. Gallagher, t'as raison. Tatar. Oui, Tatar. Je veux pas remettre parce qu'évidemment, il y a plein de commentaires. Hein, tu le sais, Éric, de la façon que ça fonctionne ici. Là. Frank, il dit sur rds.ca quel travail de Claude Julien dans les circonstances. 2 séries de 8 défaites. Personne ne remet son travail en cause avec raison.
Ça, c'est l'opinion de Frank. Ben, son équipe joue bien. C'est donc dire que les chevaux mis à sa disposition ne sont pas assez bons. Non, mais c'est ça. L'équipe joue bien. Je vais mettre des guillemets, là. L'équipe travaille. Oui. L'équipe n'est pas flat. L'équipe se présente, mais carrément un manque de talent. T'en penses quoi, toi, Éric? Ben, c'est sûr. Tu sais, Claude Julien, là, ici, là, quand il s'en va regarder son alignement, qu'il part avec 2 prises à tous les matchs quasiment, là. Mais tu sais, on regarde le Corsi, là, Corsi, t'en prends puis t'en laisses. Là. Moi, je suis pas un grand fan des statistiques avancées, mais le Canadien là domine beaucoup plus ses matchs qu'il se fait dominer. C'est juste que le Canadien fait trop d'erreurs qui lui coûtent des matchs. Puis l'exemple parfait hier, Thompson aurait pu faire le score 3-1, frappe le poteau. On va de l'autre côté, ça vient 2-2, on perd le match. Mais d'une séquence, puis hier, je pense que c'est Marc Denis qui l'a dit pendant le match, d'une séquence de 8 victoires au lieu de 8 défaites, ça rentre ce but-là. Là. On dirait que tout va mal. Quand ça va mal, tout va mal. La chaîne débarque. Exactement. On n'est pas capable de battre des Red Wings. On a une avance de 2-0. On fait des petites erreurs. Mauvais repli défensif. Domi sur le mauvais bord de la rondelle quand Chariot fait un revirement. Mauvaise ouverture sur le but gagnant de Zelina. On est tout pas focus. On regarde la rondelle en arrière du but. On perd nos bagarres. C'est des erreurs en ce moment à répétitif qui nous coûtent des matchs. Puis quand on est capable de mettre une partie hors de la portée comme hier, on n'a pas été capable de le faire. Puis ça vient hanter les joueurs. Puis mentalement, là, c'est la nature humaine, c'est que ta confiance, ça devient tellement fragile. Puis c'est ce qu'on voit du côté du Canadien. Puis Claude Julien, il, comme tous les joueurs, comme tous les entraîneurs, il en fait des erreurs. Il est humain. Tu sais, moi, à Détroit, j'aurais probablement pas mis les 2 jeunes Peeling et Kotkaniemi ensemble en fin de match. J'aurais peut-être inséré un Thompson. J'aurais descendu mon banc à 3 lignes pour les 10 dernières minutes. Puis j'aurais essayé d'équilibrer mes lignes défensivement pour qu'on sorte de là-bas au moins avec une victoire. Puis c'est facile à dire après, là, comme entraîneur, tu as des feelings. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Mais présentement, le Canadien pas grand-chose qui roule de leur côté. Puis je repose la question différemment posée par Jérémy et quelques autres auditeurs qui disent que ce soit la faute à Claude ou pas. Parce que nous autres, on peut dire que c'est la faute à Claude, c'est la faute au... on peut être 10 gars autour d'une table, ça va être 5-5 l'opinion. Ben, absolument. Est-ce que ça prend un changement drastique? Puis c'est encore le sujet de discussion aujourd'hui. Ça a été le cas toute la semaine, mais c'est encore ça va être ça pour les 2 prochains mois. C'est ça, exactement. Mais Jérémy dit que ce soit sa faute ou pas, pour un coach à Montréal... 2 séries de 8 défaites en moins de 2 mois. Dans combien de temps, il parle de Jeff Molson et Bergevin, vont réagir afin d'éviter que ça glisse? Oui, mais je comprends. Puis je comprends ce qu'il dit. Puis c'est normal qu'on se pose la question. Puis Éric, je vais te relancer là-dessus. Ouais. Hier, à l'antichambre, Denis Gauthier l'a dit. Quand bien même que ça serait Scotty Bowman, Mike Babcock derrière le banc, dans l'immédiat, là, ça va changer rien. Ça ne changera rien. Le Canadien ne fera pas une série. On regarde l'alignement du Canadien, là, on ne peut pas inventer des joueurs. Puis Claude Julien sait très bien. Puis tu peux pas réinventer le hockey, tu peux pas réinventer le système de jeu, tu peux pas. Ils font du vidéo, ils s'ajustent à tous les jours, il y a des entretiens, des meetings de one-on-one. On corrige les erreurs de l'un, on corrige les erreurs de l'autre, on fait du système de jeu en équipe. Écoute bien, Claude Julien, il peut pas réinventer le hockey, puis peu importe. T'amènes le Seigneur en arrière du banc, le Canadien ne sera pas meilleur, puis il ne fera pas une série plus. Là. C'est juste que là, je pense qu'on est rendu à la croisée des chemins avec certains joueurs. On s'en va où? C'est quoi la direction qu'on veut? Marc Bergevin l'a vécu avec les Blackhawks de Chicago, la reconstruction. Oui, le Canadien n'a pas des Taves et des Kane, des Seabrook et des Keith. Puis moi, c'est là que j'ai un problème, parce que oui, on a des jeunes dans l'alignement, là, mais Kotkaniemi, là, il n'est même pas à sa place en ce moment. Oui, il a marqué un but hier, ça va y avoir du bien, mais il n'est pas à sa place dans la Ligue nationale. Peeling n'est pas à sa place dans la Ligue nationale. Le seul, moi, Fleury, je le déteste, mais il commence à avoir la langue à terre un peu, fait plus d'erreurs. Suzuki est probablement celui qui vient me chercher le plus. Le potentiel est là. Mais à part de ça, Kotkaniemi m'a démontré des bonnes choses l'année passée, mais depuis c'est la deuxième moitié de saison et cette saison, il n'est pas en train de me démontrer que ce gars-là va devenir un Taze ou un Kane ou un Bergeron. Il est très, très loin de ça. Puis moi, ça me fait peur. Puis quand tu regardes dans les américaines, il n'y a pas grand-chose. Là. On n'a pas grand-chose à s'exciter. On parle de Caulfield, là, mais Caulfield, il mesure 5 pieds 6, là, puis il est au collège. Il n'est pas rendu dans la Ligue nationale à marquer 30 buts. Là, exact. Mais là, Éric, si je suis ton raisonnement, tu es en train d'un peu
confirmer ce qu'on disait au début. Est-ce que quand les joueurs vont revenir, les blessés vont revenir, est-ce qu'on envoie ces jeunes-là à Laval pour continuer leur développement puis apprendre à gagner, être dans un environnement plus positif, ou on les garde à Montréal? Ben, ça dépend de qui qu'on parle, mais moi, j'en renverrais plus. Ben, ceux que tu as nommés, Payling, Kotkaniemi, Cale Fleury, tu fais quoi avec ces gars-là? Suzuki, on s'entend qu'il va rester à Montréal, mais les autres? Moi, Suzuki, je le garderais, puis les trois autres, j'aurais pas de problème à les envoyer à Laval une coupe de game, voir comment que ça se passe, puis surtout si on est hors des séries éliminatoires, là, donne du temps de glace à d'autres joueurs. Puis est-ce que le Canadien va essayer de liquider ses vétérans? Est-ce que les vétérans voudront vouloir rester à Montréal en regardant comment ça se passe? Il y a beaucoup de questionnements. Là. Les agents, les joueurs se parlent. On entend les autres directeurs généraux parler aux agents. Les coups de téléphone sont faits. Tu sais, Carey Price, là, il reste 6 ans de son contrat. Weber lui reste 4-5 ans. Est-ce que Weber voit une fenêtre de pouvoir gagner à Montréal? Même chose pour Price, même chose pour Tatar. Ces gars-là, Petrie, a 32 ans. Petrie, moi, je l'adore avec son contrat. Est-ce qu'on va essayer de le monnayer pour aller chercher? Est-ce qu'on est capable d'aller chercher de quoi de vraiment intéressant? Mais ça part par le repêchage. Il faut repêcher mieux. Il faut développer les joueurs. Puis en ce moment, depuis 5, 6, 7 ans, il ne se passe pas grand-chose de ce côté-là. Là. Probablement que le problème, Éric, aussi, tu sais, on parle de développement, là. Le plan en début de saison, je ne sais pas c'était quoi, là, parce qu'on n'est pas dans les bureaux. C'était sûrement pas d'être éliminé cette janvier. Ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. Mais Payling, est-ce que c'était le plan de commencer à Laval, même s'il avait connu un bon camp d'entraînement? Il y avait... Tu sais, c'est un peu ça. Peut-être que le plan est devancé ou le développement est à raison des blessures. Ça fait qu'il faut que tu montes des joueurs. Tu avais un gars comme Alex Belzile, par exemple, en bas, qui aurait pu monter en haut, exemple. Mais c'est vrai qu'en bas, c'est mince. Ça me fait penser? Mais... Je vais faire un comparatif. Tu vas me dire c'est boiteux, mais quand même, ça représente ça quand même. Tu sais, nous, on a vécu ici, les gens le savent, là, j'étais à la production de l'Antichambre également. Tu sais, des fois, le Canadien fait une transaction à 6h30 ou un changement de coach. Puis j'en ai une qui me vient en tête quand Guillaume Latendresse avait été échangé. On avait un invité du milieu culturel. Toute l'émission était préparée. Puis là, à 7h le soir, il annonce une transaction. On a pris à la feuille comme ça, puis on a fait ça avec. On a dit, tiens, c'est terminé, on recommence. Moi, je pense que c'est ça que le Canadien... Là, j'avais des notes, je viens des perdre. Là, je pense que le Canadien... Je suis dans le trouble. Je pense que le Canadien doit faire ça, parce que c'est certain que c'était pas le plan au début. Mais là, dans la situation où ils sont actuellement... Tu déchires la feuille, puis tu refais un nouveau plan, puis tu repars à neuf. Moi, ça, c'est mon opinion. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ben, moi, je suis d'accord avec ça, mais moi, je vais aller de mon expérience aussi là-dessus, Yannick et Luc, puis, tu sais, là, le monde, là, je fais des entrevues depuis quelques jours, puis on me parle de Lafrenière, on devrait-tu tanker, on devrait-tu perdre? Il n'y a pas un joueur dans la chambre qui va dire, OK, on va aller jouer à soir, mais on va perdre. Ça, on oublie ça, là. Il faut arrêter de penser que le Canadien va faire exprès pour perdre, pour essayer d'aller chercher Lafrenière. Puis en plus de ça, c'est pas garant de succès. Là. Oui, Lafrenière, ça va être un bon joueur. Mais Edmonton, là, rappelez-vous, là, les Taylor Hall, les Nugent Hopkins, les Yakupov, comment de choix de première ronde on a eu? Il reste oui, McDavid, c'est le meilleur joueur de la Ligue. Là. On a été chanceux à Edmonton. Ben mais oui. Est-ce que ça a marché? Ils ont-tu gagné le Coupe Stanley? Ils ont été compétitifs pendant longtemps? Non. C'est la première année depuis un bout qu'ils sont compétitifs. Et puis, à part McDavid et Draisaitl, oui, hier, il y a quelques joueurs qui ont connu un bon match. Mais même si tu repêches Lafrenière, puis moi, là, je souhaite aux petits gars qui ne soient pas repêchés à Montréal, je suis plate de dire ça, là, parce que si ça va pas bien, là, s'il connaît une saison comme à la Kotkaniemi, puis les attentes sont pas là, ça va l'étouffer. Puis parlez-en de tous les Québécois qui ont des attentes à Montréal. Là. Je le sais, Éric, mais on n'a pas le droit de dire ça. Je comprends de ton point de vue, puis je le comprends à 100%, puis je le sais que pour les Québécois, c'est pas facile, la pression, puis Lafrenière va arriver comme un sauveur, mais... Exact. C'est le meilleur joueur disponible au prochain repêchage, puis s'il se retrouve, si le hasard fait en sorte que le Canadien le repêche, ben, je comprends, mais... J'espère qu'ils vont le repêcher, tes manches, puis let's go! À Montréal. Ben, c'est ça, tu sais, ça va être ça. Puis pour lui, en même temps, ça va être un défi extraordinaire. Il pourrait devenir le... Là, je ne veux pas embarquer dans les comparaisons, mais juste pour une figure de style, pour que les gens comprennent, il pourrait devenir le prochain Guy Lafleur du Canadien pour 10 ans. Tu sais, ça serait extraordinaire de vivre ça à Montréal.
Sauf qu'on est vraiment loin. Tu as tellement raison quand tu dis que c'est loin d'être garanti, puis c'est pas un gage de succès. Il y a tellement d'impondérables qui peuvent se mêler à tout ça. C'est très proche, Éric, là, Jack Hughes puis Capo qui ont repêché 1-2, là. C'est pas les débuts de carrière Jack souhaités Hughes n'a pas tout viré en envers au New Jersey. Il y a 16 points, 6 buts. Je regarde à une plus petite échelle. Là, je regarde dans ma cour, là, dans le midget 3, je regarde l'année passée de Joshua Roy, qui a une saison extraordinaire. Le petit Robida, qui a une saison extraordinaire. Est-ce que ces joueurs-là dominent la Ligue junior majeure du Québec? Ils ont des bonnes saisons, mais c'est pas des dominants déjà à un jeune âge. Non, donc, c'est ça. Faut pas penser que si Lafrenière s'en vient à Montréal, il va sauver l'équipe. Surtout si on a échangé les Price, les Weber puis les Petrie. Il va jouer avec Gallagher. Puis, tu sais, je veux dire, faut que ce joueur-là soit bien entouré aussi si on est pour l'avoir. Puis l'autre... Non, vas-y, continue. Non, excuse-moi, je t'ai coupé. C'est qu'il y a beaucoup trop d'impondérables pour mettre un plan A sur on va aller chercher Lafrenière, à moins que Détroit se ramasse avec Lafrenière à la loterie, puis là, on décide de dire, OK, on va aller chercher, on va donner Price, Weber, puis je sais pas qui, là, puis on va aller chercher le premier choix. Ça veut pas dire que Détroit va le faire, là, parce que rendu là. Exactement. Steve, sur RDS.ca, il dit les Red Wings ont gagné 4 coupes dans les 20 dernières années. Et regarde, aujourd'hui, ils ont 18 points derrière le Canadien. Alors, les partisans du Canadien ont raison d'être déçus. Faut pas capoter. Juste quelques transactions et on aurait un club compétitif. Ça, c'est l'opinion de Steve et de quelques auditeurs. Un autre Steve Gosselin, dans la séquence de défaite du Canadien, puis c'est probablement ça qui fait la différence entre cette année et l'année passée. Il dit 6 matchs perdus par un but, les 2 autres par 2 buts, dont ces 2 matchs filet désert. Ouais, c'est ça. C'est 9 des 10 dernières victoires. Bien là, même, je pense que c'est 10 des 11 dernières victoires défaites du Canadien par un but dans la séquence. C'est une possibilité de différence avec l'année passée aussi. C'est ça, exactement. Moi, je pense que ça l'a... La saison de l'année passée a teinté un peu le plan, à mon avis. Oui, exact. C'est que l'organisation, moi, je pense pas qu'ils croyaient être aussi prêts de faire les séries. On le dit ouvertement parce que toutes les équipes n'ont pas le droit de dire on ne fera pas les séries. Là. Mais le Canadien, je pense, a été surpris par plusieurs joueurs. On a vu quelques jeunes joueurs peut-être se dire qu'avec un année de plus dans le corps vont être meilleurs cette année, ce qui n'ont pas été. Je pense à Kotkaniemi avec ses blessures. Certains joueurs ont été blessés. C'est des grosses pertes. Drouin connaissait probablement la meilleure saison de sa carrière. Armia, la même chose. C'est des blessures qui font très mal. Mais je pense que le plan a été un petit peu changé à l'interne l'année passée parce que on croyait probablement pas être si prêt de faire les séries. Exact. Puis on a essayé d'aller chercher peut-être quelques joueurs pour donner de l'énergie, mais c'est pas... on a Suzuki, on a Peeling qui est là, mais c'est pas assez, là. Éric, il nous reste 2 minutes. Je peux pas te laisser sans te parler de ton équipe parce que les gens le savent maintenant. Tu diriges dans la Ligue de hockey Midget 3A, les Chevaliers de Lévis. Et ton équipe a participé notamment à la finale du Challenge CCM qui a été présenté au Saguenay au mois de décembre. Défaite contre Rivière-du-Loup, mais ça a été tout un match de hockey. Et au classement général, ton équipe occupe actuellement le 2e rang au classement général de la Ligue. Premier dans ta division également. Ça va bien à Lévis. Ça avait parti tranquillement, mais là, ça va bien, là. Oui, depuis que vous êtes venu nous voir, toi puis André. C'est vrai. On est sur une lancée de 16-3, quelque chose comme ça, plus un super de beau tournoi challenge. Écoute, moi, je fais un petit peu face à la même chose que le Canadien en ce moment, parce que j'ai beaucoup de blessés clés. Et j'ai perdu un de mes meilleurs joueurs qui est gradué dans la Ligue junior majeure du Québec à Bécomo, en Julien Hébert. Donc, moi, j'amène ça un petit peu comme une opportunité à d'autres joueurs d'avoir du temps de glace de plus haute qualité. Ça va être à un groupe de joueurs d'élever le jeu d'un cran puis de paver aux blessures que j'ai puis à la perte de un de nos meilleurs joueurs offensifs. Mais écoute, c'est tellement une belle organisation à Lévis. J'ai une bonne gang de jeunes, ils sont réceptifs. C'est un plaisir de travailler avec ces jeunes-là, les voir se développer comme jeune homme dans la vie. Puis, écoute, je suis à la bonne place. Puis c'est une très belle ligue de hockey de développement pour nos jeunes. Puis on a du succès. Je pense pas que les gens nous voyaient aussi haut. Puis notre but, c'est de rester là jusqu'à la fin de l'année, puis en espérant de gagner
dans les séries éliminatoires. C'était pas facile, Éric, quand même, parce que là, tu arrivais après une saison où les Chevaliers avaient connu une saison d'une défaite. Imagine, une défaite dans l'année. Mathieu Turcotte qui lui a gradué dans la Ligue junior majeure du Québec. Donc, quand même, c'était pas simple. Bravo, mon cher ami. Tu as fait tout un travail jusqu'à présent. Mais là, la vraie saison commence pour vous autres. Vous avez un match ce soir, hein, je pense, à Lévis contre Lac-Saint-Louis. Exactement, ce soir contre Lac-Saint-Louis, puis dimanche à Saint-Eustache. La deuxième moitié de saison, les 15 derniers matchs, ça ne sera pas facile parce que la Ligue est très, très compétitive cette année. La Coupe TELUS au Québec en plus, c'est le fun. Oui. L'équipe qui va représenter le Québec aura l'occasion de jouer à Saint-Hyacinthe en avril prochain, fin du mois d'avril. Les Gaulois y seront. Et quelle autre équipe de la Ligue y sera, on ne le sait pas, mais on va surveiller ça de très près. Hey, Éric, c'était bien le fun. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous jaser comme ça, de nous partager ton expérience et tes opinions. Merci les gars, bonne fin de show, bonne fin de semaine à tout le monde. Bon week-end. Salut, bon merci, week-end. merci. Éric Bélanger, toujours très sympathique, super bon, qui nous raconte ses expériences. Tu sais, je parlais de lui là, à Edmonton. Moi, je me rappelle de ça parce que on se connaissait pas beaucoup à cette époque, puis il s'était vraiment confié, c'était vraiment ouvert, ouais. puis il m'avait raconté, écoute, je te compte ça vite, Ouais. il est super gentil, on se connaît pas, je boucle le tournage avec lui, je m'en vais à Edmonton, il fait à peu près moins 37, j'arrive là-bas, puis il me dit, écoute, tant qu'à faire une petite entrevue à l'Arena, si ça te tente, venez chez nous, je vais organiser un match dans la rue avec mes voisins et tout ça. Je me rappelle des images de ah ouais, ça. puis c'est Je me incroyable, rappelle des on images est de à ça. l'extérieur, Ouais. la radio, le tableau indicateur, le frigidaire, Ouais. un setup incroyable. Puis là, quand on termine ça, ce qu'il m'avait pas dit, c'est qu'avec avec sa conjointe, il avait organisé comme un genre de petit 5 à 7 à l'intérieur. On entre à l'intérieur, on nous invite chez eux. On tourne, puis quand on a fini de tourner, on prend un verre avec Éric, puis à un moment donné, les gens partent tranquillement, puis il se met à me raconter un peu sa saison, comment il vivait sa saison, jusqu'à quel point c'était difficile. Mm-hmm. Puis j'avais trouvé à ce moment-là qu'il avait une force de caractère incroyable parce que tout ce qu'il me racontait, moi, j'aurais comme pas abandonné, mais c'était comme, ça va pas de bon sens. Tu sais, puis je pense que la relation avec l'entraîneur était très difficile à ce moment-là également. Il n'a pas aimé Edmonton. Là, Non, c'est ça. Il s'en est jamais caché. Il s'en est jamais caché. Ouais. Puis c'était dans un moment là, de l'histoire des Oilers où c'était un peu comme les Canadiens présentement. Ouais. Il n'y a rien qui marchait. Ouais. Puis il a grandi de ça. Puis il a connu des beaux moments par la suite. Puis tout ce bagage-là fait en sorte qu'aujourd'hui, il est un entraîneur et il peut faire partager ça à ses jeunes joueurs au niveau midget 3. C'est un chic type, Éric Bélanger, avec qui on avait l'occasion de s'entretenir. Avant d'aller du côté de Maxime Talbot, qui va se joindre à la discussion dans quelques instants, est-ce qu'on fait le tour de quelques commentaires rapides de Luc qui rentre sur les différentes plateformes? Oui. Ben, tu sais, il y en a beaucoup. Tu sais, c'est diamétralement opposé. On s'entend, là. On ferme la shop ou on est patient. C'est un ou l'autre. Puis je le vois, mais exemple, si on dit Claude Julien, si on dit Price, il va y avoir deux camps. Bref. Miguel dit beaucoup de matchs serrés. Le Canadien a de la misère à compter un minimum de 3 buts par match. C'est vrai que l'attaque, c'est important. Hein? On l'a vu hier, c'était 2-1, puis on a eu de la misère à marquer le troisième but. Aller chercher le but marteau. Il dit les clubs qui font les séries comptent facilement 3 buts par match et régulièrement 4-5. C'est sûr que ça fait une différence dans un match. Un autre commentaire sur rds.ca. Pace. Prenons les 2 séries de défaites, mettons 4 victoires dans chacune, fiche de 500, ça fait 16 points de plus. On n'est pas sorti loin de là. Il dit Canadien, 59 points, serait 3e dans l'Est, 4e dans la Ligue. D'ailleurs, quand on s'est quitté le 23 décembre, le Canadien était 3e. Bon, c'est sûr que le Lightning n'avait pas commencé sa série de victoires. Sauf que avec si les chiens avaient des si, il n'y aurait plus de poteaux. Ça, c'est sûr. On parle de blessures. S'il n'y a pas de blessés. Si Price joue un petit peu mieux. Puis j'ai un autre point, puis on parlait avant le début de l'émission des Penguins de Pittsburgh puis de la profondeur, puis on va en parler avec Max aussi. Tristan Jarry, là, c'était le 2e gardien de but en début de saison, puis il a surpassé Matt Murray. Ici, à Montréal. C'est pas lui qui avait oublié son passeport samedi dernier. Oui. Il n'a pas pu jouer à Montréal, il ne trouvait plus son passeport. Mais une victoire de 2e gardien de but, c'est important aussi. On ne les a pas eus en début de saison, même si le Canadien allait bien. Ça peut faire une certaine différence. Kincaid n'a pas fait le travail. On va, Luc, est-ce qu'on est prêt à aller retrouver notre ami? Un dernier commentaire avant? Non, ce qu'on va faire, on va mettre fin au Facebook Live. Max Talbot s'en vient. Manquez pas ça sur rds.ca. Merci beaucoup aux gens de Facebook, mais vous faites, on va mettre le lien. Cliquez sur le lien. Venez terminer l'émission sur rds.ca avec moi, Yannick et Max. On prend vos commentaires, évidemment. Exactement, parce qu'avec notre ami Max Talbot, aujourd'hui, c'est une journée spéciale et on va en parler un peu plus tard au cours de l'entrevue. C'est une grosse journée pour lui et son chum Bruno Gervais, mais on le retrouve au téléphone, Max Talbot. Salut, Max. Salut, Yann, comment ça va? Ah, pleine forme. Et toi? Ben, ça roule, grosse journée.
Grosse journée. Écoute, on va en parler un peu plus tard. Je viens de parler du Midget 3 avec Éric Bélanger, puis on va en parler avec toi parce que vous allez vivre des beaux moments ce soir à Saint-Hyacinthe. Mais avant, on va parler un peu de tout ce qui se passe dans l'univers du Canadien par les temps qui courent. Toi, tu es revenu de Russie au cours des derniers mois. C'est ta première saison dans les médias avec nous à RDS, une base régulière. Et souvent, puis ça doit arriver, là, parce que moi, souvent, quand là, je prépare des tournages de hors-jeu, puis j'appelle des joueurs, j'appelle des entraîneurs, puis à chaque fois, à l'extérieur du Québec, on me dit « Hey, ça doit brasser à Montréal. Qu'est-ce qui se passe avec le Canadien? » Puis à chaque fois, ça revient, ça. Toi aussi, tu dois te faire parler de ça parce que là, tu le vis. C'est quoi quand ça va mal à Montréal au quotidien? Parce qu'avant, tu étais un joueur à l'extérieur. Tu suivais ça dans les médias, j'imagine, via les différentes plateformes. Mais là, de le vivre, pensais-tu que c'était aussi intense? Ben, je te dirais que oui. C'est probablement ce que je m'attendais. C'est la réalité de Montréal. C'est une ville très émotive qui s'en fait pour son équipe, qui est passionnée, qui veut que son équipe remporte la Coupe Stanley et remporte les matchs soir après soir. Ça fait longtemps que les fans attendent un petit peu la Coupe et c'est pas facile. C'est pas une situation facile parce qu'on dirait qu'on se repose beaucoup parfois sur le passé où on se dit regarde, on a 24 coupes, on est l'équipe la plus décorée, ça devrait encore être comme ça. Mais la réalité a changé. La réalité fait que maintenant, toutes les équipes à chaque année ont une chance de gagner et ça rend les choses plus compliquées pour un DG, pour un président, un propriétaire, un coach parce que autant que il y a peut-être un mois et demi, on se battait encore pour... on jouait très bien, on avait une chance chaque soir que là, même malgré la séquence de défaites, tu rajoutes Drouin à l'équation qui n'est pas blessé, on serait probablement 7, 8, 9e dans l'Est. Donc, on n'est pas loin, mais on est loin en même temps. Donc, à un moment donné, c'est pas facile et c'est frustrant. Quelque chose que je vois, par exemple, c'est qu'au moins les joueurs se défendent. C'est ça, on peut pas... on peut pas les critiquer de ce côté-là. Oui, parfois, ils exécutent pas assez. Ils ont peut-être pas assez de profondeur offensive pour marquer des buts soir après soir. Mais les gars se donnent, n'ont pas abandonné. DG n'a pas abandonné non plus en allant faire des acquisitions. Oui, c'est frustrant. Je comprends tout le monde. C'est fâchant. Mais à un moment donné, c'est la réalité du hockey présent. Max, ça fait pas longtemps que tu as pris ta retraite. Tu es un leader, les gens te connaissent. Bien évidemment, tu as remporté la Coupe Stanley, tu as eu une magnifique carrière. Tu étais un leader, tu étais un gars vocal, tu étais un gars aussi à l'extérieur de la patinoire qui était très rassembleur avec ses coéquipiers. Si je te place dans la situation que, disons que tu n'as pas pris ta retraite puis que tu as signé un contrat, toi, l'été dernier avec les Canadiens de Montréal, là, tu es dans le vestiaire, tu es assis là, tu vis ça présentement. Il y a deux clans. Il y a les gens qui veulent qu'on vide les vétérans, qu'on vide le club, qu'on ramasse plus de choix de repêchage. Puis tu as l'autre gang qui dit « Oh, faut faire attention, il y a eu bien des blessés, faut être prudent. » Toi, comme joueur, tu dis quoi? Là? Comment tu vis ça dans le quotidien avec tes coéquipiers présentement? Comme leader, tu as quoi à dire là, dans le vestiaire? Ben, c'est pas fini tant que tu n'es pas mathématiquement éliminé. Ça, tu n'as pas le choix en tant que compétiteur de te dire ça. Il y a des objectifs personnels que chaque joueur a, et ça, c'est pas nécessairement les objectifs qu'il faut viser. Les objectifs collectifs, plus que la saison avance et plus que tu réalises que peut-être ce ne sera pas les séries, là, ils disparaissent tranquillement et c'est là que ça devient de plus en plus dur. Faut rester motivé, faut travailler fort. Comme je disais, tous les gars ont quelque chose à prouver, mais en même temps, c'est de bâtir pour... c'est pas encore fini, là, mais admettons que mathématiquement, là, ça devient de moins en moins plausible. Là, ben, on travaille pour continuer à s'améliorer. Les gars, comme je t'ai dit, ont des objectifs personnels individuels, et là, c'est pas ça, mais faut se regarder le miroir et se demander c'est quoi le problème. Est-ce que justement, il y a le clan qu'on rebâtit? Si on se bâtit, ben je te dirais pas de vider le club, parce que ça prend quand même des vétérans pour aider les jeunes à se développer. Tu peux pas juste... on amène le Rocket à Montréal, puis on met tous les jeunes dans l'alignement, puis là, ils vont perdre jusqu'à la fin d'année. Et ça prend quand même des vétérans pour aider à développer et à montrer les bonnes choses à faire. Il y a certainement des vétérans qui veulent gagner, mais c'est une situation qui est pas facile présentement. On est en plein milieu dedans. Ça fait 8 de suite qu'on perd.
Mais en même temps, on n'est pas si loin que ça. Mais il faut prendre une décision à un moment donné, parce que cette situation-là, d'année en année, où on est prêt, on n'est pas prêt à des séries, ben là, à un moment donné, c'est difficile à gagner quand tu es tout le temps dans le milieu du peloton. Là. Est-ce que, hier, je disais à la blague, il me semble que ça serait le temps d'aller jouer une petite partie de quilles en boys, se changer les idées. Est-ce que c'est à ce moment-là que, là, vraiment, il faut que les leaders disent, OK, regarde, là, on va changer les idées, parce que là, on a le nez collé dedans tout le temps, là, puis c'est invivable. C'est le temps, là, me semble, de changer les idées un peu? Ben, c'est là que tu as besoin d'un bon road trip, là, un bon petit voyage, un party des recrues, quelque chose d'obligatoire. Ils s'en vont pas trop loin, ils s'en vont à Ottawa. Ouais, ben c'est ça peut-être le problème, mais c'est ça que je disais lors de la première séquence de défaite qui s'est passée au mois de novembre. Là, je dis, là, il serait temps qu'ils partent pour leur voyage dans l'Ouest. Là. Mais là, là, ils vont avoir une pause, match des étoiles, ça peut faire du bien, ça aussi. Là, juste avant le match des étoiles, là, ils ont une semaine. Là, il leur reste quoi? 5 matchs. 5 matchs. Donc, c'est d'arriver à aller chercher le plus de points possible puis de finir sur une bonne note les 5 derniers matchs. Et là, tu t'en vas te reposer, tu t'en vas te reconcentrer, faire le point et tu reviens en force. C'est la seule chose que tu peux faire. Tu es un athlète professionnel, tu es un coach professionnel, c'est de performer soir après soir. Puis souvent, c'est pas trop de regarder là, la soirée présentement. Là, ce qui est important, là, c'est le match à Ottawa samedi. On se concentre là-dessus. Et c'est vraiment, ça a l'air très cliché, ça a l'air stupide, mais en tant que joueur, c'est comme ça qu'il faut que tu le vives. Tu veux pas trop te poser de questions, regarder, penser à l'année prochaine. C'est là que ça se passe. Il faut que tu gagnes là, puis il faut que tu performes là. Exact. Max, on reçoit beaucoup de commentaires. Je veux juste y aller d'un petit complément d'information. Le Canadien s'est entraîné. C'est notre collègue Patrick Friolet qui est là. Puis semble-t-il que Claude Julien a organisé un petit jeu en espace restreint. Semble-t-il que les joueurs ont apprécié. Fait que, ça rejoint ce que Max vient de dire. Exactement. Price est revenu sur sa déclaration. Max, tantôt, tu parlais de frustration puis de ne pas se laisser abattre. Là. Carey Price a dit lundi qu'il était frustré. Oui, c'est ça, plus que frustré. Puis il a déclaré, je ne veux pas me laisser habiter par des pensées négatives. Je veux me concentrer sur des choses qui m'aident à avoir du succès sans me concentrer sur les résultats. Probablement que, Max, tu peux confirmer qu'un athlète pense comme ça aussi. On n'a pas le choix d'avancer. C'est sûr. Excuse-moi, je regarde. Vas-y. Pour revenir à ton jeu de Claude Julien, c'est ça un entraîneur d'expérience aussi. Là, il voit que ça va pas. Il ressent la pression. Tu sais, Boston, là, oui, c'est un marché, peut-être qu'on croit mais c'est un marché qui est très intense aussi. Il l'a vécu avant, Claude. Il a vécu des séries de défaites. J'étais avec lui quand on a passé près des séries 2 années de suite. Et c'est des choses qu'un entraîneur va faire. Là, il voit que là, ça devient pesant, là, les fans. Et encore, c'est le même discours qu'on a. C'est pas parce qu'on est loin. Là. C'est pas parce que hier, Thompson marque là, à la place de toucher le poteau en échappé. Là. C'est un match différent. Tu remportes cette victoire-là. Et c'est tous des petits moments comme ça, des petites erreurs. C'est ça qui est fâchant. C'est pas parce que, tu sais, dans ce temps-là, t'es quasiment mieux de faire battre 4-0 et t'es sûr que tu reviendras pas, là, puis t'es sûr que, regarde, t'es mauvais, là. Ouais. Mais c'est pas ça. Ils sont pas mauvais, c'est des gars engagés, c'est des gars qui veulent gagner, des gars fiers. L'entraîneur, même chose. Donc, Claude il arrive, il met un petit jeu en début de pratique, peu importe, un espace restreint. Les boys apprécient ça. Et OK, bon, maintenant, on s'amuse, puis on pense à Ottawa. Il y a une autre question d'un auditeur, c'est Billy qui dit, tu viens de parler de Thompson qui a raté un but incroyable. Billy me demande de te demander si tu aurais marqué à sa place. Non. Faut que tu dises oui, Max! Le 10 ans en 2009, j'aurais marqué, c'est sûr. Mais c'est pas... Thompson, c'est pas le gars qu'on demande à marquer. Là. C'est un bonus quand il marque. Il faut qu'il la mette dedans dans cette situation-là. Mais laissez-moi te dire, là, c'est facile en tabarouette. Plus que tu es assis haut dans l'aréna, plus que c'est facile. Okay? Là, tu t'en vas à voter en première rangée là, pour la prochaine game. Là, regarde la grosseur des gars, regarde qu'est-ce qui se passe, la vitesse du jeu. Et après ça, mets les patins et va patiner. Et tu vas réaliser que c'est pas mal plus difficile que ça en a l'air. Ouais, puis tu fais bien à part la mettre dedans. Ben, c'est ça, j'allais dire. Là, l'exécution était parfaite. Là, on a dit un manque de finition, mais c'est une fraction de seconde. Là. Exact. C'est un millimètre. Ça arrivait où
je faisais une feinte comme ça, mais j'étais surpris de l'avoir réussi. Donc, c'est là que je manquais. C'est peut-être ça qui s'est passé dans cette Ça se peut. Hey, Max, il nous reste une dizaine de minutes, puis je veux prendre le temps de le faire comme il faut. Puis on s'était dit, Luc et moi, on va parler de la Ligue nationale, mais il faut parler quand même de ton parcours, de ta carrière avec ton chum Bruno, parce que là, les gens le savent, mais ceux qui sont peut-être pas au courant, ce soir, Maxime Talbot et Bruno Gervais seront honorés à Saint-Hyacinthe par l'organisation des Gaulois de Saint-Hyacinthe de la Ligue de hockey Midget 3 du Québec. En fait, Maxime et Bruno ont joué pas en même temps, à une saison d'intervalle, mais les deux pour les Gaulois. Vous avez joué votre hockey mineur ensemble, vous êtes des chums depuis toujours. Et ce soir, ils vont retirer vos chandails respectifs sur la plateforme, là, évidemment, au stade LP Gaucher. On va l'installer au toit de l'aréna, puis ça va être là pour toujours. D'abord, je veux savoir, c'est quoi ton sentiment vis-à-vis ça? J'en ai parlé un petit peu à Bruno hier également. Quand ils t'ont appelé, quand ils ont pris la décision, c'est une belle marque là, de reconnaissance. C'est quoi ton sentiment? Ben, premièrement, Max et Bruno, excellent show télévisé. Tellement. C'est vrai. Manquez pas ça, vous allez sur le balado. C'est incroyable. C'est comme un peu un on jase. C'est vrai que vous êtes bon. Tellement. Puis Max, je vais te reparler de l'entrevue que vous avez réalisée avec Joël tantôt aussi. OK. Excellent. C'est quelque chose de faire retirer ton gilet. Je vais commencer en parlant de mon frère, mon meilleur chum Bruno, ce que je le fais avec lui. Ça va être un moment extraordinaire. Puis on s'est donné comme mission de le vivre dans le présent. Et Bruno me dit là, je veux vraiment l'apprécier parce que souvent on fait les choses vite, on avance, on fonce, on vit des moments, puis parfois tu réalises que tu as vécu plein de choses, mais tu l'as pas assez apprécié. Parfois, ben là, on s'est dit, regarde, ce soir, on va l'apprécier, on a la chance de vivre ça ensemble avec nos familles qui vont être là. Et regarde, quel honneur quand j'ai reçu le téléphone de Jean Bédard qui m'a contacté il y a 2 mois pour me mentionner ça. Donc, j'étais très, très touché, très flatté. Je m'en attendais pas. En fait, j'ai eu la chance d'avoir cet honneur-là en 2012 avec les Olympiques de Gatineau lors de la saison de l'arrêt de travail. Donc, j'étais très fier, mais on dirait que je pensais pas pour les Gaulois. C'est arrivé comme ça et super honoré. Et quand je pense à ça, ben je pense à mes parents, je pense à qui ont fait des sacrifices énormes et que je réalise de plus en plus depuis que j'ai des jeunes enfants, comment que... Oui, tu le réalises pendant que tu es un joueur, tu joues, tu t'amuses. Là, à un moment donné, tu prends ta retraite, tu as des enfants, et là, c'est toi qui es dans les arénas. Là, je coach Maguin. Puis là, je me dis, OK, bien, être papa d'un sportif, tout sport confondu, là, être papa, maman de différents enfants qui jouent des sports, ça en prend des sacrifices, ça en prend des covoiturages, de préparer les pratiques, du temps. Donc là, vraiment, je suis rendu à un âge où je dis, OK, bien, là, je peux vraiment dire, wow, mes parents ont fait beaucoup de sacrifices pour que je puisse vivre mon rêve. Puis après ça, c'est ma femme, mes 3 enfants, où ce que, regarde, ça fait 7 ans que j'étais avec ma femme et on a fait 12-13 différentes places. Là, donc, la vie de femme de joueur de hockey non plus et d'enfant de joueur de hockey n'est pas nécessairement facile. Donc, il n'était pas là quand j'avais 15 ans, Midget 3, mais ça fait 7 ans que je vis plein de choses avec eux. Puis, regarde, c'est super. Mais... Puis après ça, ma pension qui était là, c'est le... Fait que tu as 15 ans, là, Yann, là, tu le vis, tu es président de la Ligue. Les jeunes de 15 ans, c'est la première fois que tu quittes le nid familial. Moi, j'étais pas si loin. J'étais une trentaine de minutes de Saint-Bruno à Saint-Hyacinthe, mais tu t'en vas quand même en pension. Puis Lynn et Marius, Lucie Morneau m'ont accueilli les bras ouverts. Puis ça aussi, c'est quelque chose. Et c'est un peu l'école de la vie qui commence. Hein. Ça prépare le junior majeur parce que quand tu t'en vas au junior majeur, automatiquement, c'est la même chose. Tu dois aller, parce que c'est rare là, que tu tombes dans la ville dont tu es originaire. Tu dois aller en pension. Puis là, des fois, tu sais que tu vas vivre là pour 2, 3, peut-être même 4 ans. Donc, au moins, tu l'as vécu l'année d'avant. Là, comme parent, aujourd'hui, tu sais, j'en ai un de 15 ans, là, puis il me semble que je suis comme, tu sais, pas sûr que je le laisserais, tu sais, que j'aimerais ça. Puis on a tendance à penser que c'est facile, mais c'est un chambardement de vie total pour un jeune de 15 ans là, de changer le milieu familial à cet âge-là. Oui, bien que ce soit à 15 ou à 19, à un moment donné, il faut couper le cordon. Hein, c'est sûr. Ça s'en vient. Beau petit message. Avec mes enfants, je te parle en tough, là, mais je peux comprendre du côté de parents comment ça doit être difficile, mais l'avoir vécu, ça a été... bénéfique pour moi parce que j'étais quand même un jeune mature malgré tous les niaiseries que je faisais. J'étais prêt à essayer d'autres choses, à vivre,
aller me dépasser, vivre des défis. Pour moi, ça a été ça, le midget 3. Ça a été sortir de ta zone de confort, aller dans une école privée là, qui était le camp d'Antoine Giroir, continuer à avoir des bonnes notes, en même temps être capitaine de l'équipe à 15 ans avec des vétérans, des gars qui étaient là autour de moi, et se faire challenger sur la glace chaque jour, parce que veux pas, c'est là que ça commence le hockey vraiment organisé. Là. Je sais pas si tu comprends. Là. Oui, tout à fait. S'organiser. Non, mais c'est là que tu commences à comprendre que tu as peut-être des chances de un jour gagner ta vie avec ça, tu sais. Oui, gagner ta vie, c'est zéro que je pensais à ça dans le temps. Là, non, mais ce que je veux dire, c'est que même si tu ne touches pas à la Ligue nationale, tu peux quand même, il y a plusieurs joueurs qui gagnent bien leur vie dans les circuits mineurs pendant plusieurs années. Non, pas junior, mais je parle au hockey professionnel après. Oui, mais c'est ça. C'est le début du hockey sérieux. Puis c'est comme ça que je prenais ça. Et après ça, là, t'as le junior, puis c'est le fun parce que justement, c'est là que ça commence. Les années médiates, pour moi, c'est beaucoup de souvenirs. J'ai expliqué à mon fils c'était quoi avoir son chandail retiré hier. J'essaie d'expliquer ça à un jeune de 6 ans. Non, c'est ça. Il n'y a pas un joueur dans l'histoire des Gaulois qui aura le droit de porter ce chandail-là encore. Le numéro est retiré. Et vraiment, je pense que pour un joueur de hockey, il y a le temple de la renommée, il y a plein de choses, mais pour moi, ça, c'est un honneur significatif qui reste pour toujours. Donc, très, très, très fier et honneur. Il y a plein d'auditeurs, Max, qui te félicitent, évidemment. Puis on voit une belle image de toi et Bruno avec le chandail. Tu le vois pas, là. Avec mon acné, là. Puis écoute, un petit peu moins de barbe, un petit peu moins de blanc. T'as de l'attitude, par exemple. Je regarde ta photo, là, ton sourire et tes yeux. T'as un peu d'attitude, mon Max, là-dessus. J'étais coq, là. Ça fallait être coq pour... c'est ça. C'était ça mon edge, dans le fond. J'avais pas froid aux yeux, puis... le 43, pourquoi le 43? Y avait-tu une raison? C'est parce que c'est le numéro qu'ils t'ont donné? C'est ça qu'ils m'ont donné. Puis à 15 ans, en tant que recrue, là, quand t'es pas sûr de faire l'équipe, tu prends le numéro qu'ils te donnent, mais regarde, c'est ça. C'est toute une fierté. Éric dit quel beau moment inspirant pour les jeunes joueurs des Gaulois. Est-ce que vous allez leur parler? As-tu un discours? Y a-t-il quelque chose que vous allez leur dire? Oui, c'est cool, ça. On va avoir, moi et Bruno, on est invités à leur jaser un petit peu dans la chambre là, avant le début de la rencontre. Puis aussi, là, préparer un petit quelque chose sur la glace pour jaser aux fans et à l'organisation et à nos familles. Donc, c'est très excitant. J'ai hâte de jaser aux kids, justement. C'est leur faire réaliser qu'ils sont... Ça fait 15 ans, ça fait 20 ans, c'est fou, j'en reviens pas que je dise ça. Ça fait 20 ans que j'ai joué au midget 3. Et là, tu te dis, regarde, les boys, c'est le moment de votre vie, là, vous êtes dedans, puis la vie est jeune. Puis le but de ça, là, le hockey, là, c'est d'avoir du plaisir, c'est de se dépasser, de pousser les limites qu'on peut, puis d'évoluer. Tu sais, c'est pas facile de jouer au hockey, mais en fait, c'est le plus beau sport du monde, puis ça m'a permis de réaliser mon rêve le plus cher, qui était de jouer en national. Là. Donc, c'est là que ça commence. Tu sais, Max, je vais te confier une chose. Quand j'ai accédé à la présidence de la Ligue Midget 3, là, ça fait plus d'1 an maintenant, mais un de mes premiers... en fait, c'était mon premier discours avec les gouverneurs des équipes, les directeurs gérants. J'avais demandé aux équipes de se rapprocher de ces anciens joueurs parce que je savais à quel point c'était important pour ces jeunes-là de s'identifier à des joueurs que l'on connaît, qui ont passé par le même chemin, puis je trouvais qu'on le faisait pas assez. Dans le junior majeur, on le fait assez naturellement, mais dans le midget 3, on le faisait pas. Puis tu sais, les retraites de chandail, midget 3, tu vois pas ça, il y en a pas beaucoup. Puis j'avais dit à ce moment-là, chacun allait puiser dans vos anciens. Le pire qu'ils vont vous dire, c'est non. Puis là, depuis que ce discours-là est sorti, ça fait plus d'1 an, il y a de plus en plus d'équipes qui l'ont fait. Il y a des anciens qui travaillent au sein des organisations. Bruno est très impliqué avec les Gaulois aussi, avec la Coupe TELUS. Là, Maxime et Bruno, les chandails vont être retirés. C'est le fun parce que ce que tu as dit, c'est exactement ça. Tu sais, moi, je me souviens quand j'étais plus jeune, moi, j'étais un gars de Sorel, puis c'était Pierre Mondou qui venait de notre coin, qui avait joué, puis qui jouait avec le Canadien. Puis tous les jeunes du hockey mineur, on avait un numéro 6 sur notre chandail parce qu'on s'identifiait à lui. Mais aujourd'hui, ça n'a pas changé malgré l'arrivée des médias numériques. Tu sais, aujourd'hui, c'est encore pire. Pour ces jeunes-là, ce soir, qui vont voir Max Talbot et Bruno Gervais, probablement pour la première fois de leur vie en personne, leur parler, puis qui savent qu'il y a 20 ans, ces gars-là portaient ce chandail-là dans ce vestiaire-là. Ça n'a pas de prix pour ces jeunes-là. Puis je tiens à te remercier, Maxime, Bruno également, de votre implication que vous faites avec la Ligue. Je trouve ça génial.
Mais regarde, on fait juste commencer, je pense, Yann. On en parlait encore, Bruno et moi, hier, là, de différents projets. On connaît un petit peu, là, on a mis l'affaire en tête. Puis une de ces affaires-là en tête qu'on a, Bruno et moi, je pense, c'est d'inspirer. Puis on a la chance d'avoir une petite plateforme par qui on est, par qu'est-ce qu'on a fait en étant joueur de hockey. Tout à fait. Ça vient responsabilité, mais en même temps, je pense qu'on aime ça. Regarde, je viens de revenir. On va repartir notre fondation, c'est la fondation Gervais-Talbot, parce qu'on avait pris un petit break dans les dernières années. On a fait des enfants. Fait que là, on va recommencer. Moi, je me souviens des tournois de golf. Je me souviens des tournois de golf mémorables à Saint-Hyacinthe, moi, pour la fondation. Oui. On a eu du fun là, mon ami. Oh, c'était, comme tu dis, mémorable. Donc, on va recommencer ça ensemble. Puis, regarde, côté mineur, nos fils ont commencé à jouer aussi. Puis, regarde, les deux, on coach, on s'amuse là-dedans. Puis, si on peut aider, peu importe le hockey au Québec pour les jeunes, parce qu'on sait que c'est même on va au-delà du hockey, là, de bouger, de faire du sport, de se dépasser, d'avoir des challenges, d'avoir une passion pour les jeunes, pour les garder hors de la rue, puis amener un petit peu de discipline, puis de dépassement. Mais je pense que c'est la chose la plus santé, la plus vraie qu'un jeune ne peut pas vivre. En terminant, il faut mentionner aux gens, s'il y en a qui ont envie là, d'assister ce soir à cette... Je sais que ça va être une très belle cérémonie. Je ne dirai pas, mais moi, j'ai tout vu ce qui va se passer. On m'a envoyé, je vais prendre le terme anglophone, le rundown là, des présentations et tout ça. Donc, ça va être une très, très belle soirée. Ça va vraiment être marquant pour Bruno et Max, ça, c'est certain. Les gens qui sont invités à se rendre, c'est au stade LP Gaucher à Saint-Hyacinthe. Donc, c'est pas tellement loin. C'est au centre du Québec. Vous avez l'occasion d'assister en plus à un match Midget 3 par la suite entre les Grenadiers de Châteauguay et les Gaulois de Saint-Hyacinthe. Les cérémonies vont débuter aux alentours de 19h15. Le match va débuter vers peut-être 19h45, là, le temps qu'on fasse la cérémonie et qu'on s'installe pour débuter le match. C'est un prix modique à l'entrée. Là, ça vaut la peine, je vous le dis. En plus d'avoir un bon calibre, vous allez voir Maxime et Bruno. Puis ça va être un moment assez spécial ce soir. Luc, tu veux renchérir? Max, je peux terminer avec quelques questions à rafale? Vas-y. D'auditeur? Oui. OK. Vous avez reçu à Max et Bruno, excellent podcast, d'ailleurs, tu l'as mentionné, cette semaine, Joël Bouchard. Sam pose la question, est-ce que, lorsque des décisions seront prises par les Canadiens, est-ce qu'on peut envoyer Kotkaniemi, Péling, Fleury, Mété à Laval avec Joël Bouchard? Qu'est-ce que tu penses du développement de ces jeunes-là pour leur bien sur leur carrière future? Bien, c'est certain que ça n'arrivera pas tant aussi longtemps que le Canadien n'est pas éliminé. On peut éliminer où la saison est terminée. On va laisser ces gars-là se développer dans la meilleure ligue du monde, je crois, là, jusqu'à la fin de la saison. C'est là qu'ils méritent d'être, c'est là leur place. Puis de jouer contre les meilleurs, ça leur donne beaucoup d'expérience. Mais lorsque la saison est terminée, je crois que s'ils font pas les séries, éventuellement, le Rocket fait les séries, ben oui, je suis persuadé qu'il va y avoir des gars qui vont se faire, ils vont arriver puis ils vont avoir la chance de terminer la saison, les séries éliminatoires avec le Rocket. Puis ça va aider Joël Bouchard à justement donner de l'expérience encore plus, séries éliminatoires à ces jeunes-là, dans un rôle très offensif et de peut-être remporter une Coupe Calder. Donc, c'est en fin de saison, ça se pourrait que ces jeunes-là, on les revoit tous à Laval pour des séries éliminatoires si une équipe fait les séries et pas l'autre. Autre question de Jérémy qui n'a aucun rapport avec les Canadiens. Vas-y. Comment tu te serais senti si tu avais vu un de tes gardiens marquer un but comme celui de Pécoriné hier? Ceux qui ne l'ont pas vu, vous pouvez voir la séquence partout sur RDS.ca. Ouais, effectivement. Ben, j'ai vu Marc-André Fleury l'essayer souvent. Oui, Marc-André, c'est comme son rêve. Donc, il l'essayait souvent. Puis, normalement, je n'ai jamais vu le faire en personne, mais c'est certain que tout le monde est très fier. En même temps, des choses comme ça rallient la bande aussi. Hein. C'est des moments marquants dans une saison qui font que c'est l'extase pour les joueurs, ou c'est une drôle d'histoire. Les gars, tout le monde, après, on célèbre ensemble parce que c'est quelque chose d'historique. Donc, des fois, des petites choses comme ça peuvent vraiment aider une saison. En plus, c'était le premier match de John Hines aussi, là, derrière le banc des Prédateurs. Donc, très belle soirée pour Nashville. Un dernier commentaire cocasse par rapport à ce qu'on disait tantôt, par rapport à l'échappée de Thompson qui n'a pas marqué. Il y a un auditeur qui écrit « Max n'aurait pas compté en saison régulière sur le manque de Thompson, mais si tu avais eu la chance en série, tu l'aurais mis dedans. » Ça, c'est sûr.
Ben, oui. En tout cas, en 2009, tu l'as mis dedans une couple de fois. Exact. Quand ça compte, c'est là que ça... C'est ça. C'est ça qui se passe. C'est là que ça vaut la peine. Hey, on ne veut pas les gaspiller, hein. Pour ça, c'est ça, peut-être c'est ça. Il y en a plein d'autres en banque, mais il veut juste pas les gaspiller. Hey Max, un gros merci. Ce fut fort apprécié. Magnifique soirée ce soir à toi, ton chum Bruno, vos familles respectives. On va se voir là-bas d'ailleurs. Ben merci Yann. Puis tu fais une très, très belle job auprès des jeunes pour le développement de la Ligue Média 3. Lâche pas la patate. Ben t'es bien gentil. Merci beaucoup. On fait ça pour les bonnes raisons. C'est sûr. Merci. Salut Max. Salut. Maxime Talbot qui était notre invité, qui est toujours très sympathique. Tu sais, pour vrai, là, ces gars-là, tu sais, Max, Bruno, Éric Bélanger, c'est des gars impliqués dans leur région, tout ça, c'est des ambassadeurs pour la jeunesse d'aujourd'hui. Puis moi, j'aime ça, voir ça, des gars comme lui, s'impliquer autant. Tu sais, j'étais à... Max travaille aussi avec Pat Brisson, tout ça, puis j'étais au Challenge Média 3 au mois de décembre au Saguenay, puis tu sais, les gens souvent me disent ça. Tu as vraiment le temps de t'impliquer? Oui, parce que moi, j'ai commencé là. Les gens ne savent pas, là, mais j'ai commencé dans les médias, dans le hockey. J'avais l'âge des joueurs, j'avais 15-16 ans. José Théodore était gardien de but pour les Riverains du Richelieu. Moi, j'étais vice-président de communication de l'équipe. Je faisais de la radio, je travaillais avec l'équipe. Puis là, je suis devenu comme directeur gérant, puis tout ça. C'était le début. Donc, pour moi, c'est une façon de redonner aux suivants, un peu comme ces gars-là font. C'est ça qu'ils font, là. Ils redonnent aux suivants. Eux aussi, ça a commencé là. Puis ils redonnent. Ce sont de magnifiques ambassadeurs. Tu sais, Éric Bélanger à Québec, c'est la même chose. Hein? C'est un gars de Québec très impliqué avec les Chevaliers de Lévis également. Puis là, on pourrait en nommer plein. Il y en a plein d'autres. Tu fais bien de le mentionner. Honnêtement, ça conclut parfaitement cette semaine un petit peu tumultueuse. Bon, on est allé un peu plus relax pour finir ça en beauté. J'adore ça. Hey, 4 gros matchs de football en fin de semaine. La NFL sont tous présentés sur les ondes de RDS, évidemment. Il y a du hockey également. Le Canadien affronte les Sénateurs à Ottawa samedi soir. On va souhaiter que ça s'arrête à 8, que ça ne continue pas à 9. Ça va être, le Canadien reçoit la visite des Flames dès lundi aussi. Ce sera le retour, évidemment, de Martin qui revient de vacances. Oui, Yannick, merci infiniment d'avoir ça m'a fait plaisir. Là. Moi, tu m'appelles quand tu veux. Hein. Même quand Martin est là, je vais venir jaser avec vous autres. Non, je le sais, on s'en parle souvent. Tu m'en parles, mais tu ne m'invites pas. Non, je le sais, mais je t'agace. On voulait finir cette bonne note. Là, la semaine prochaine, je peux pas, je m'en vais à Winnipeg pour un jeu. Je vais aller voir Pascal Vincent. Pascal Vincent, Éric Dubois, Mathieu Perrault, Gabriel Bourque. On va visiter également l'usine True Hockey. Ça va être mal fun, ça aussi. On a une couple de petites choses. On tourne ça la semaine prochaine à Winnipeg. Peut-être qu'on pourrait se parler midi septembre. Ça pourrait être le fun. Tu m'appelles, ça va me faire plaisir. Luc, un gros merci. Merci à toi, Yannick. Merci à nos invités, Éric Bélanger et Maxime Talbot. Merci à l'équipe de production également, que vous ne voyez pas, qui font tout un travail tout au long de la semaine et à chacune de nos émissions. Mon nom est Yannick Lévesque. Je vous souhaite un bon week-end. Et je vous dis à la prochaine. Bye-bye.